René Guénon, Psychologie. Introduction. Une histoire véritablement hermétique. Comme il arrive souvent dans l'histoire, les grandes personnalités charismatiques de maîtres intellectuels, à leur mort, laissent derrière eux un sillage plus ou moins long d'épigones, d'imitateurs et de disciples, lesquels, si le phénomène se prolonge avec assez d'intensité dans le temps, tendent naturellement à se coaguler en des groupes de plus en plus fermés, tournés tant à transmettre fidèlement les enseignements écrits et oraux du maître disparu, qu'à les protéger, parfois d'une façon obsessionnelle, du monde extérieur. Une récente biographie de Jacob Boehme a mis en lumière et documenté un important et par plusieurs aspects épatant exemple allemand de ce genre de fidélité posthume, remontant jusqu'au XVIIe siècle, mais continuant de façon ininterrompue jusqu'en plein XXe siècle. Ce n'est d'ailleurs pas l'unique cas incroyable, ni même le plus persistant de survivance cachée, aux marges de l'histoire communément connue, culturellement significatives, lesquelles des siècles durant réussissent à maintenir en leur sein un reflet de ces rares expériences intellectuelles et spirituelles originairement liées à des figures extraordinaires. En réalité, le phénomène de la survivance en des groupes extrêmement fermés, ou parfois même dans de seuls noyaux familiaux, de croyances et doctrines particulières, est beaucoup plus vaste, et dirions-nous même plus généralisé que ce qu'on pourrait croire, si nous considérons en particulier tant la survivance secrète de formes hérétiques persécutées, comme par exemple le manichéisme et le catharisme, que la conservation de la foi des pères après les conversions imposées par l'autorité politique et religieuse, ou en tout cas dictées par diverses sortes d'opportunisme, comme cela s'est vérifié au cours de l'histoire dans le cas des grandes confessions, juives et islamiques notamment. Et on pourrait multiplier les exemples quasi indéfiniment. C'est certainement l'un des aspects les plus gravement méconnus d'une histoire hermétique d'ensemble et vaste, sur laquelle finalement, de nos jours, quelques assez rares et méritoires chercheurs, comme Franciates, Antoine Fèvre et Giorgio Galli, sont graduellement en train de faire la lumière, dans le milieu universitaire aussi. De cette fidélité posthume au maître, qui selon les cas peut être positive ou négative, a été l'objet aussi René Guénon, nonobstant que celui-ci est en réalité au cours de sa vie toujours refusé d'avoir des disciples, sous quelque forme que ce soit. Comme on sait, divers groupes s'inspirant directement de lui, de différentes qualités sans doute, ont surgi çà et là autour de ses disciples présumés, surtout en France, Italie et Roumanie. Ces groupes se transmettent et alimentent depuis des décennies, tant en original qu'en copie, un fleuve souterrain de lettres, écrits et d'autres documents provenant de Guénon ou de ses collaborateurs et interlocuteurs, qui coulent inconnus au plus grand nombre, par un réseau très touffu de transmissions individuelles fidèles, une véritable sorte de samizdat guénonien. C'est de ces divers terminaux d'une telle chaîne ramifiée traditionnelle guénonienne que provient de fait le texte dactylographié de cette précieuse psychologie, que nous estimons sans hésitation très digne de publication. Ce serait en effet un vrai dommage de laisser encore sous le boisseau ces pages philosophiques entre guillemets de René Guénon, toujours très claires comme on le verra, et souvent non moins intensément illuminantes que celles de ses autres ouvrages désormais devenus célèbres. Sous-titre : Un cours complet de psychologie écrit entre 1917 et 1918. À 50 années exactes de sa mort, quasi en réponse aux suppositions irrévérencieuses, et c'est le moins qu'on puisse dire burlesques, faites il y a quelque temps par Umberto Eco sur l'existence d'inédits aussi méconnus qu'importants de René Guénon, voici enfin que sort de l'ombre un inédit vraiment important, un vrai livre, et qui plus est entièrement consacré à un sujet peut-être imprévisible
pour Monsieur Eco. La psychologie, rien de moins. A confirmé le dicton qu'il vaut toujours mieux ne pas crier en vain au loup, car, comme le devrait bien savoir le sémiologue Eco, nomina sunt homina. Que l'ouvrage en question soit vraiment de René Guénon le prouve non seulement la chaîne fidèle de la transmission du texte dactylographié, scrupuleusement vérifié par nous d'après 2 sources différentes, mais surtout son contenu, et jusqu'à certaines expressions récurrentes chez cet auteur, par exemple l'expression « une impossibilité métaphysique » au chapitre 29 consacré à la liberté, le texte dactylographié de 127 feuilles, somme toute, suffisamment correct et propre, justement en raison de la présence de quelques banales fautes d'orthographe et de quelques évidentes incertitudes de transcription, allant assez souvent jusqu'à interrompre le texte par des points de suspension, apparemment dus à l'incompréhension par le copiste de certaines phrases ou mots, donne l'impression d'être le résultat d'un travail soigné, accompli, nous ne savons pas par qui, en copiant d'un manuscrit qui très vraisemblablement était l'original écrit par Guénon. Il ne s'agit absolument pas de notes quelconques prises à la leçon par quelque élève et successivement arrangées au mieux par celui-ci, chose que certes il n'aurait pu accomplir à ce niveau, ni de simples fiches et plans rédigés par Guénon en vue d'un développement de vive voix au cours des leçons. Comme nous allons voir, il existe un témoignage important et décisif du fait que René Guénon, en faisant leçon, n'aimait pas improviser, mais qu'il avait l'habitude de lire des longs textes expressément écrits et soignés. Que le contexte originaire était en tout cas scolaire, un léger excès de répétition le révèle, qui reflète symptomatiquement une certaine forme discursive du texte. Cependant, la structure de l'ouvrage est de toute évidence celle d'un livre proprement dit, organisé avec cohérence et presque achevé, avec une épigraphe et une table des matières développée et parfaitement organisée, même si quelques chapitres, par exemple, paraissent sans doute beaucoup moins définis et complets que d'autres, trahissant de façon assez évidente leur dérivation de simples plans non plus développés. Si notre hypothèse initiale est vraie, c'est-à-dire que notre texte dactylographié est la copie directe du manuscrit original, le fait que le 31 et dernier chapitre, celui qui devait être consacré à l'instinct, y est explicitement indiqué comme manquant, montre ou bien qu'en réalité il n'a jamais été rédigé, ou bien qu'il a été perdu déjà au moment de la première transmission du texte à la chaîne mentionnée plus haut. Guénon consacre d'ailleurs d'autres passages de son texte à l'instinct, si bien qu'en partie il est possible de concevoir ce qu'il aurait voulu essentiellement en dire. En référence, ces passages. Enfin, l'instinct n'est pas une faculté essentiellement distincte de l'intelligence, et il faut renoncer à l'opposer à celle-ci. Il faut au contraire le considérer comme un cas particulier, une espèce de l'intelligence. Également, on peut admettre chez l'être vivant une tendance à se servir de ses sensations d'une façon plus ou moins subconsciente, comme signe de ce qu'il faut rechercher ou éviter. Et ces signes sont en tant que signes des créations de l'intelligence, qui obéit en cela à ce que Spinoza appelle la tendance à persévérer dans l'être et à l'accroître. Il y aurait ainsi à l'origine des émotions physiques, un élément intellectuel, au moins subconscient, dont le produit d'ailleurs s'est en quelque sorte fixé et enregistré dans l'organisme par l'effet de l'habitude et de l'hérédité, de façon à devenir quelque chose d'analogue à une sorte d'instinct. Ainsi, pour expliquer ces émotions dites physiques, il faut, comme pour les émotions proprement psychiques, faire une part à la fois à l'organisme et à l'intelligence. Ces deux sortes d'émotions ne diffèrent donc pas essentiellement. On retrouve également à un autre endroit: pour ce qui est des sentiments altruistes proprement dits,
ce qui les rend possibles, c'est l'imitation. Nous nous mettons volontiers en quelque sorte naturellement à la place de nos semblables. Il en résulte une sorte de contagion de sentiments qui est précisément la sympathie, au sens étymologique de ce mot. La sympathie s'explique ainsi à l'origine par l'association des idées et des sentiments, et elle peut ensuite être renforcée par la réflexion, qui nous permet de trouver des raisons justifiant ce qui n'était tout d'abord qu'une tendance presque instinctive. Nous ajouterons qu'il y a autant de sortes d'inclinations altruistes qu'il y a de spécifications possibles de cette tendance ou de cette sorte d'instinct dont nous venons de parler. Aux inclinations altruistes, il faut rattacher notamment l'amour proprement dit et l'amitié, et aussi les sentiments moraux dont nous aurons à parler par la suite. Fin de citation. Celui sur l'instinct aurait dû constituer le dernier d'une quaterne de chapitres de conclusion, comprenant l'examen successif des notions psychologiques de volonté, de liberté, d'habitude et précisément d'instinct, comme il résulte évidemment aussi de cette affirmation de l'auteur que nous citons. On pourrait dire que l'habitude, qui est une véritable inclination acquise, part de la volonté et aboutit à l'instinct par une série indéfinie de degrés intermédiaires. Fin de citation. Et ainsi, curieusement, le dernier chapitre important de cette psychologie finit par être celui consacré à la liberté, comme il arrivera dans le tout dernier chapitre des états multiples de l'être. S'agit-il d'une simple coïncidence ? Même si des références au point de vue métaphysique reviennent plus d'une vingtaine de fois dans tout l'ouvrage, on est très frappé par le fait que dans ce chapitre de la psychologie, René Guénon y recourt beaucoup plus diffusément que dans le reste du texte, comme s'il voulait laisser entrevoir précisément ici une perspective plus profonde et traditionnelle. Disons qu'au moins à la fin de ce petit ouvrage, il ne pouvait manquer cette marque impossible à ignorer de la transcendance que Guénon a voulu imprimer tant bien que mal dans tous ses textes, même secondaires. Il nous semble en outre fort probable que justement la rédaction manquée du dernier chapitre est le signe le plus évident et quasi le sceau du fait que Guénon, à un certain moment, a pris la décision de ne plus publier ce livre, en le conservant d'ailleurs tant pour sa propre relecture que comme un utile promémoria, consultable en occasion de la rédaction d'autres textes postérieurs portant plus ou moins directement sur des sujets psychologiques. Quand Guénon peut-il avoir écrit cet ouvrage ? Puisqu'il a explicitement voulu traiter la psychologie, considérée d'un point de vue non métaphysique, mais quasi exclusivement philosophique, même s'il introduit des correctifs et intégrations que nous mettons en évidence, et puisque la forme de l'exposition est nettement didactique et discursive, comme nous l'avons déjà souligné, il est évident que le texte a dû être rédigé à l'époque où Guénon tenait l'un de ses nombreux cours de philosophie dans la première partie de sa vie. Il faut se rappeler que précisément dans les 2 premières décennies du XXe siècle, on voit la psychologie classique s'effondrer de plus en plus rapidement. D'une part, elle se transforme en la nouvelle science psychanalytique, et d'autre part, cette nouvelle science psychanalytique influence en tant que science toujours plus profondément toute la pensée philosophique de l'Occident. Ce sont là 2 étapes fondamentales de l'action anti-traditionnelle. Que l'on fasse attention un instant à la succession significative de ces dates cruciales qui marquent le mûrissement définitif de la théorie psychanalytique tant freudienne que jungienne. En 1900, c'est la première édition de la Traumdeutung de Freud. 1906, la reconnaissance internationale de la psychanalyse. 1909, méthode psychothérapeutique jungienne de l'imagination active. 1912, pleine transformation de la psychanalyse dans un véritable mouvement culturel de plus vaste haleine, destiné à influencer non seulement les arts et les sciences, mais toute l'opinion publique contemporaine. 1913, rupture formelle et définitive entre Freud et Jung.
1916, théorie jungienne de l'inconscient collectif. 1917 jusqu'à 1919, théorie jungienne des dominants ou archétypes de l'inconscient collectif. Guénon, contemporain de ces faits, en fut certes frappé profondément. Évidemment, jusqu'à se sentir induit à tirer prétexte de ses cours d'enseignement de la philosophie pour rédiger une opportune mise au point sur le sujet, où il ne cite cependant pas encore explicitement ni Freud ni Jung, afin de ne pas leur conférer une excessive importance, comme en revanche, il le fera nécessairement dans les décennies suivantes, lorsqu'il écrira beaucoup plus tard, nous le citons, « Si de la philosophie nous passons à la psychologie, nous constatons que les mêmes tendances y apparaissent dans les écoles les plus récentes sous un aspect bien plus dangereux encore, car au lieu de ne se traduire que par de simples vues théoriques, elles y trouvent une application pratique d'un caractère fort inquiétant. Les plus représentatives de ces méthodes nouvelles, au point de vue où nous nous plaçons, sont celles qu'on connaît sous la désignation générale de psychanalyse. » Citation tirée du règne de la quantité et les signes des temps. Poursuivons la citation. Nous avons déjà exposé ailleurs le rôle de la psychanalyse dans l'œuvre de subversion, qui, succédant à la solidification matérialiste du monde, constitue la seconde phase de l'action antitraditionnelle, caractéristique de l'époque moderne tout entière. Il nous faut encore revenir sur ce sujet, car depuis quelque temps, nous constatons que l'offensive psychanalyste va toujours de plus en plus loin, en ce sens que, s'attaquant directement à la tradition sous prétexte de l'expliquer, elle tend maintenant à en déformer la notion même de la façon la plus dangereuse. À cet égard, il y a lieu de faire une distinction entre des variétés inégalement avancées de la psychanalyse. Celle-ci, telle qu'elle avait été conçue tout d'abord par Freud, se trouvait encore limitée jusqu'à un certain point par l'attitude matérialiste qu'il entendit toujours garder. Bien entendu, elle n'en avait pas moins déjà un caractère nettement satanique, mais du moins cela lui interdisait-il de prétendre aborder certains domaines, où, même si elle le prétendait cependant, elle n'en atteignait en fait que des contrefaçons assez grossières, d'où des confusions qu'il était encore relativement facile de dissiper. Ainsi, quand Freud parlait de symbolisme, ce qu'il désignait abusivement ainsi n'était en réalité qu'un simple produit de l'imagination humaine, variable d'un individu à l'autre et n'ayant véritablement rien de commun avec l'authentique symbolisme traditionnel. Ce n'était là qu'une première étape, et il était réservé à d'autres psychanalystes de modifier les théories de leur maître dans le sens d'une fausse spiritualité, afin de pouvoir, par une confusion beaucoup plus subtile, les appliquer à une interprétation du symbolisme traditionnel lui-même. Ce fut surtout le cas de Jung, dont les premières tentatives dans ce domaine datent d'assez longtemps déjà. Il est à remarquer, car cela est très significatif, que pour cette interprétation, il partit d'une comparaison qu'il crut pouvoir établir entre certains symboles et des dessins tracés par des malades. Et il faut reconnaître qu'en effet, ces dessins présentent parfois, avec les symboles véritables, une sorte de ressemblance parodique, qui ne laisse pas d'être plutôt inquiétante quant à la nature de ce qui les inspire. Ce qui aggrava beaucoup de choses, c'est que Jung, pour expliquer ce dont les facteurs purement individuels ne paraissent pas pouvoir rendre compte, se trouva amené à formuler l'hypothèse d'un soi-disant inconscient collectif, existant d'une certaine façon dans ou sous le psychisme de tous les individus humains, et auquel il crut pouvoir apporter à la fois et indistinctement l'origine des symboles eux-mêmes et celle de leur caricature pathologique. Il va de soi que ce terme d'inconscient est tout à fait impropre et que ce qu'il sert à désigner, dans la mesure où il peut avoir quelque réalité, relève de ce que les psychologues appellent plus habituellement le subconscient, c'est-à-dire l'ensemble des prolongements inférieurs de la conscience. Nous avons déjà fait remarquer ailleurs la confusion qui est commise constamment entre le subconscient et le superconscient.
Celui-ci, échappant complètement par sa nature même au domaine sur lequel portent les investigations des psychologues, il ne manque jamais, quand il leur arrive d'avoir connaissance de quelques-unes de ces manifestations, de les attribuer au subconscient. C'est précisément cette confusion que nous retrouvons encore ici. Que les productions des malades observées par les psychiatres procèdent du subconscient, c'est là une chose qui assurément n'est pas douteuse. Mais par contre, tout ce qui est d'ordre traditionnel, et notamment le symbolisme, ne peut être rapporté qu'au superconscient, c'est-à-dire à ce par quoi s'établit une communication avec le suprahumain, tandis que le subconscient tend au contraire vers l'infrahumain. Fin de citation, tirée de Tradition et inconscient dans Études traditionnelles. Et encore, concernant le superconscient, nous citons: d'autre part, le domaine de la psychologie ne s'étant point étendu vers le haut, le superconscient, naturellement, lui, demeure aussi complètement étranger et fermé que jamais. Et lorsqu'il lui arrive de rencontrer quelque chose qui s'y rapporte, elle prétend l'annexer purement et simplement en l'assimilant au subconscient. C'est là notamment le caractère à peu près constant de ces prétendues explications concernant des choses telles que la religion, le mysticisme, et aussi certains aspects des doctrines orientales comme le yoga. Fin de citation, tirée du règne de la quantité. Guénon, cependant, fait déjà en cette psychologie un splendide étreintement de la notion plus dangereuse introduite, promue et presque imposée par la psychanalyse, celle justement d'inconscient. Toutes ces considérations et d'autres diverses concernant la forme dont nous avons parlé et le contenu nous portent à croire que nous pouvons donc restreindre ultérieurement et avec précision notre attention à la période où Guénon enseigne, d'abord à Sétif, en Algérie, de septembre 1917 à octobre 1918, et ensuite en France, à Blois, là aussi pour une seule année. À Blois, Guénon avait seulement 5 élèves, avec lesquels il s'asseyait autour d'une table ronde. Et c'est précisément l'un de ces élèves qui a donné un précieux témoignage sur le déroulement de ses leçons, que Guénon n'exposait jamais simplement de vive voix, mais il lisait toujours un texte expressément préparé, tel qu'aurait pu être justement le nôtre. Ouvrez les guillemets. D'après le témoignage direct de l'un des 4 survivants de cette classe singulière, Guénon n'étant pas pédagogue, il dicte des heures durant un cours qu'il a lui-même écrit. Aussi, lorsque les élèves sont las d'écrire, il s'efforce de lancer leur maître sur ces marottes orientales. Cette astuce classique réussit le plus souvent. Fermez les guillemets. À noter que quelques années plus tard, en 1921, avec la parution de l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, il devait se produire un tournant décisif à beaucoup d'égards dans la vie et l'œuvre de Guénon. Le langage de René Guénon changera en effet définitivement dans un sens purement traditionnel, tant dans ses livres que dans ses articles, en devenant absolument explicite dans la forme aussi bien que dans le contenu, sans plus rien concéder à qui que ce soit. Et c'est certainement encore une raison décisive de la publication manquée de La psychologie. Il aurait été en effet nécessaire de la réécrire de fond en comble, en assumant un point de vue purement métaphysique, et en y insérant donc des éléments plus authentiques, puisés surtout aux doctrines orientales. Et c'est au fond ce que Guénon fera en partie, notamment dans L'homme et son devenir selon le Vedanta, et dans d'autres écrits que nous rappellerons au fur et à mesure. Seule une recherche de jeunesse consacrée à une science mathématique, celle sur le calcul infinitésimal, sera reprise sur des bases complètement métaphysiques. Afin de donner, au moins dans ce cas, un exemple adéquat de restitution d'une science traditionnelle devenue exclusivement profane. Ce que la psychologie en tant que telle, évidemment, en raison de ses excessives limites, n'avait à ses yeux également mérité. Sous-titre: Sciences sacrées traditionnelles et sciences profanes.
Avant de considérer les valeurs plus proprement intellectuelles de ces pages, il est tout d'abord nécessaire de rappeler à l'esprit quelques distinctions fondamentales que Guénon lui-même a soulignées, à plus d'une occasion, entre sciences sacrées traditionnelles et simples sciences profanes. Celles-ci constituant souvent le résidu matérialistique de celles-là. Nous le citons. Toutes les discussions qui se sont élevées au sujet de la nature et de la valeur du calcul infinitésimal offrent un exemple frappant de cette absence de principe qui caractérise les sciences profanes, c'est-à-dire les seules sciences que les modernes connaissent et que même ils conçoivent comme possibles. Nous avons souvent fait remarquer déjà que la plupart de ces sciences, même dans la mesure où elles correspondent encore à quelques réalités, ne représentent rien de plus que de simples résidus dénaturés de quelques-unes des anciennes sciences traditionnelles. C'est la partie la plus inférieure de celle-ci qui, ayant cessé d'être mise en relation avec les principes et ayant perdu par là sa véritable signification originelle, a fini par prendre un développement indépendant et à être regardée comme une connaissance suffisant à elle-même, bien que, à la vérité, sa valeur propre comme connaissance se trouve précisément réduite par là même à presque rien. Fin de citation, reprise du principe du calcul infinitésimal. Autre citation. Il y a donc, en ce qui concerne les sciences, deux conceptions radicalement différentes et même incompatibles entre elles, que nous pouvons appeler la conception traditionnelle et la conception moderne. Nous avons eu souvent l'occasion de faire allusion à ces sciences traditionnelles qui existèrent dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, qui existent toujours en Orient, mais dont l'idée même est totalement étrangère aux Occidentaux de nos jours. Fin de citation, tirée de La crise du monde moderne. Autre citation. En voulant séparer radicalement les sciences de tout principe supérieur sous prétexte d'assurer leur indépendance, la conception moderne leur enlève toute signification profonde et même tout intérêt véritable au point de vue de la connaissance. Et elle ne peut aboutir qu'à une impasse, puisqu'elle les enferme dans un domaine irrémédiablement borné. Fin de citation tirée de La crise du monde moderne. Ensuite, il est intéressant dans notre perspective de noter ce que, après avoir brièvement passé en revue quelques exemples de sciences traditionnelles dégénérées à l'âge moderne, comme la physique, Guénon écrit. Nous le citons. Quelques exemples ne seront pas inutiles pour faire mieux comprendre ce dont il s'agit. Et tout d'abord, nous prendrons un exemple d'une portée très étendue, celui de la physique, telle qu'elle est comprise par les anciens et par les modernes. Il n'est d'ailleurs aucunement besoin, dans ce cas, de sortir du monde occidental pour voir la différence profonde qui sépare les deux conceptions. Fin de citation tirée de La crise du monde moderne. Et plus loin, après avoir parlé de l'astrologie et l'alchimie, il dit qu'on en pourrait faire d'autres exemples, en citant donc, quel hasard, tout en y mettant tous les distinguos du cas, précisément la psychologie. Nous le citons. Nous nous bornerons à ces quelques exemples. Il serait cependant facile d'en donner encore d'autres, pris dans des ordres quelque peu différents et montrant partout la même dégénérescence. On pourrait ainsi faire voir que la psychologie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude des phénomènes mentaux comme tels, est un produit naturel de l'empirisme anglo-saxon et de l'esprit du XVIIIe siècle, et que le point de vue auquel elle correspond était si négligeable pour les anciens que, s'il leur arrivait parfois de l'envisager incidemment, ils n'auraient en tout cas jamais songé à en faire une science spéciale. Tout ce qu'il peut y avoir de valable là-dedans se trouvait pour eux transformé et assimilé dans des points de vue supérieurs. Dans un tout autre domaine, on pourrait montrer aussi que les mathématiques modernes ne représentent pour ainsi dire que l'écorce de la mathématique pythagoricienne. Fin de citation tirée de La crise du monde moderne. Ce passage important constitue une ultérieure preuve indirecte que Guénon avait à l'esprit l'urgence et la possibilité de faire les nécessaires rectifications aussi dans le domaine spécifique de la psychologie.
et que vraisemblablement, du moins pour soi-même et pour quelques-uns de ses élèves, un tel redressement de base, il l'avait déjà fait. D'ailleurs, l'allusion aux mathématiques qui s'ensuit immédiatement nous rappelle l'autre étude pareillement consacrée à la rectification d'une science moderne, celle sur le calcul infinitésimal. Aujourd'hui, nous pouvons dire que, pour beaucoup d'aspects, il s'agit de deux travaux jumeaux. Sous-titre : psychique et psychologique. La première distinction fondamentale à faire, c'est celle entre psychique et psychologique. Nous citons : non seulement le psychologisme implique une conception fort restreinte de l'individu humain lui-même et de ses possibilités, puisque la psychologie classique se limitait à prendre en considération quelques-unes de manifestations plus extérieures et superficielles de l'élément mental. C'est pourquoi, notons-le en passant, nous tenons à distinguer les deux termes psychique et psychologique, en conservant le premier dans sa signification étymologique, qui est incomparablement plus vaste, étant donné qu'il peut s'appliquer à tous les éléments subtils de l'individualité, tandis que seule une partie vraiment infime d'entre eux rentre dans le domaine dit, par contre, psychologique. Fin de citation, tirée de Sulla Perversione Psychanalytica de René Guénon. Nous poursuivons avec une autre citation. Ce qui est proprement psychique, en effet, c'est l'état subtil. Et en faisant cette assimilation, nous prenons le mot psychique dans son sens primitif, celui qu'il avait pour les anciens, sans nous préoccuper des diverses acceptions beaucoup plus spécialisées qui lui ont été données ultérieurement, et avec lesquelles il ne pourrait même plus s'appliquer à l'état subtil tout entier. Pour ce qui est de la psychologie des Occidentaux modernes, elle ne concerne qu'une partie fort restreinte de l'individualité humaine, celle où le mental se trouve en relation immédiate avec la modalité corporelle. Et étant donné les méthodes qu'elle emploie, elle est incapable d'aller plus loin. En tout cas, l'objet même qu'elle se propose et qui est exclusivement l'étude des phénomènes mentaux la limite strictement au domaine de l'individualité. Fin de citation, tirée de L'homme et son devenir selon le Vedanta. Autre citation. Nous conservons les mots de psychisme et de phénomène psychique parce qu'ils sont les plus habituellement employés et aussi parce que nous n'en avons pas de meilleurs à notre disposition. Mais ils ne sont pas sans doute pris à quelques critiques. Mais ils ne sont pas sans donner prise à quelques critiques. Ainsi, en toute rigueur, psychique et psychologique devraient être parfaitement synonymes. Et pourtant, ce n'est pas de cette façon qu'on l'entend. Les phénomènes dits psychiques sont entièrement en dehors du domaine de la psychologie classique. Et si même on suppose qu'ils peuvent avoir quelques rapports avec celle-ci, ce ne sont en tout cas que des rapports extrêmement lointains. Du reste, à notre avis, les expérimentateurs s'illusionnent lorsqu'ils croient pouvoir faire rentrer tous ces faits indistinctement dans ce qu'on est convenu d'appeler psychophysiologie. Fin de citation, tirée de L'Erreur Spirit. Autre citation. En d'autres termes, la psychologie n'a à s'occuper que de ce que nous pouvons appeler la conscience phénoménique, c'est-à-dire la conscience considérée exclusivement dans ses rapports avec les phénomènes, et sans se demander si elle est ou n'est pas l'expression de quelque chose d'un autre ordre, qui par définition même ne relève plus du domaine psychologique. Il résulte de là que la psychologie, quoique certains puissent en prétendre, a exactement le même caractère de relativité que n'importe quelle autre science spéciale et contingente, et qu'elle n'a pas davantage de rapport avec la métaphysique. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'elle n'est qu'une science toute moderne et profane, sans lien avec quelque connaissance traditionnelle que ce soit. Fin de citation, tirée des états multiples de l'être. La psychologie moderne en tant que telle, remontant tout au plus au XVIe et XVIIe siècle, selon Guénon, doit donc être considérée comme un fruit quasi exclusif de l'empirisme anglo-saxon, et plus particulièrement de l'œuvre de Locke,
même si quelqu'un, erronément, a voulu entrevoir des antécédents jusque dans certains aspects de la doctrine bouddhiste. Ou, en référence à cette citation, on y trouve même parfois des spéculations qui, si on ne les envisage que superficiellement, peuvent faire penser à la psychologie. Mais évidemment, ce n'est point là proprement de la psychologie, chose toute occidentale et, même en Occident, toute récente, puisqu'elle ne date réellement que de Locke. Il ne faudrait pas attribuer aux bouddhistes une mentalité qui procède tout spécialement du monde moderne empirisme anglo-saxon. Fin de citation, tirée de l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Exactement ce que Guénon avait affirmé, ultérieure preuve d'authenticité dans cette psychologie, en utilisant presque les mêmes mots. Nous le citons. Le terme de psychologie a été employé pour la première fois au XVIe siècle, et même la psychologie expérimentale est d'origine plus récente encore. Sa constitution, comme science distincte, ne date que de la fin du XVIIe siècle et remonte à John Locke. Il ne faudrait pas conclure de là que les questions que traite cette psychologie étaient entièrement ignorées des anciens, mais seulement qu'elles ne les intéressaient pas spécialement, de sorte qu'ils ne les ont envisagées qu'incidemment et sans éprouver le besoin de les réunir en un corps de doctrine nettement défini. Fin de citation. Guénon déclare en outre explicitement que celle dont il s'occupera ici n'est proprement que la psychologie positive ou expérimentale. Nous le citons. Quand on parle de psychologie, il peut s'agir de deux choses très différentes, qu'il est indispensable de bien distinguer. Tout d'abord, d'une part, la psychologie métaphysique, c'est-à-dire la connaissance de l'âme, envisagée en elle-même dans sa véritable nature, et d'autre part, la psychologie proprement dite, positive ou expérimentale, qui est seulement l'étude des phénomènes mentaux, et qui par suite doit être regardée comme une science des faits, au même titre que les sciences physiques et physiologiques. Nous n'avons à nous occuper que de cette dernière. Sous-titre : Inexistence de l'inconscient, réalité du superconscient et du subconscient. Il nous semble important de relever le développement qu'ici est donné à la critique de cette notion d'inconscient, qui est à la base de toute la psychanalyse. En effet, cette notion en sort détruite à la racine, surtout par la démonstration exemplaire que Guénon seul pouvait faire, que tous les phénomènes d'ordre psychologique en tant que tels sont toujours, par leur indissoluble lien avec la conscience, absolument conscients. Guénon écrira plus tard une phrase qui certainement explique en partie pourquoi il avait senti à un certain point l'exigence de consacrer précisément à la psychologie l'un de ses nombreux cours de philosophie, en vivant consciemment cet authentique tournant historique qui voyait ce qui restait de la pensée philosophique puiser toujours plus enthousiaste aux prétendues découvertes de la soi-disant psychologie des profondeurs, jusqu'à s'aplatir presque sur certaines de ces notions de base. Nous le citons. On ne saurait trop se méfier, à cet égard plus encore peut-être qu'à tout autre point de vue, de tout appel au subconscient, à l'instinct, à l'intuition infrarationnelle, voire même à une force vitale plus ou moins mal définie. En un mot, à toutes ces choses vagues et obscures que tendent à exalter la philosophie et la psychologie nouvelle, et qui conduisent plus ou moins directement à une prise de contact avec les états inférieurs. Fin de citation, tirée du règne de la quantité et les signes des temps. Ensuite, il écrira encore sur le rapport entre conscience et subconscient. Nous le citons. La conscience organique dont il vient d'être question rentre naturellement dans ce que les psychologues appellent la subconscience. Mais leur grand tort est de croire qu'ils ont suffisamment expliqué ce à quoi ils se sont bornés en réalité à donner une simple dénomination, sous laquelle ils rangent d'ailleurs les éléments les plus disparates, sans pouvoir même faire la distinction entre ce qui est vraiment conscient, à quelques degrés, et ce qui n'en a que l'apparence, non plus qu'entre le subconscient véritable et le superconscient. Nous voulons dire
entre ce qui procède d'états respectivement inférieurs et supérieurs par rapport à l'état humain. Fin de citation, tirée de L'homme et son devenir selon le Vedanta. Autre citation. On admet assez généralement, il est vrai, que la conscience actuellement claire et distincte n'est pas toute la conscience, qu'elle n'en est qu'une portion plus ou moins considérable, et que ce qu'elle laisse en dehors d'elle peut la dépasser de beaucoup en étendue et en complexité. Mais si les psychologues reconnaissent volontiers l'existence d'une subconscience, si même ils en abusent parfois comme d'un moyen d'explication trop commode, en y faisant rentrer indistinctement tout ce qu'ils ne savent ou classer parmi les phénomènes qu'ils étudient, ils ont toujours oublié d'envisager corrélativement une superconscience. Fin de citation, tirée des états multiples de l'être. En précisant encore quant à la réalité et à l'incroyable extension indéfinie du subconscient, nous le citons. Il n'en est pas moins vrai que le subconscient correspond à une réalité. Seulement, il y a de tout là-dedans, et les psychologues, dans la limite des moyens dont ils disposent, seraient fort embarrassés pour y mettre un peu d'ordre. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler la mémoire latente. Rien ne s'oublie jamais d'une façon absolue, comme le prouvent les cas de réviviscence anormale qui ont été assez souvent constatés. Il y a aussi toutes les prévisions et tous les pressentiments qui arrivent parfois, même normalement, à devenir assez clairement conscients chez certaines personnes. Chacun de nous peut être en rapport, par cette partie obscure de lui-même, avec des êtres et des choses dont il n'a jamais eu connaissance au sens courant de ce mot. Et il s'établit là d'innombrables ramifications auxquelles il est impossible d'assigner des limites définies. Fin de citation. Cependant, il ajoute tout de suite que, comme pour tout ce qui concerne le superconscient, nous le citons, ici, nous sommes bien loin des conceptions de la psychologie classique. Fin de citation tirée de l'Erreur Spirit. Finalement, quant au prétendu inconscient collectif, Guénon admettait l'existence de quelque chose de semblable, qu'ailleurs il préférera dénominer plus correctement mémoire collective. Nous le citons. Il y a lieu de faire encore une autre remarque importante. Parmi les choses très diverses que l'inconscient collectif est censé expliquer, il faut naturellement compter le folklore, et c'est un des cas où la théorie peut présenter quelque apparence de vérité. Fin de citation, tirée des symboles fondamentaux de la science sacrée. Sous-titre : L'art de la mémoire et l'imagination créatrice. D'un très grand intérêt sont les chapitres 13 et 14, consacrés respectivement à l'association des idées et des images et à la mémoire. Leur contenu montre combien Guénon était au courant des données de la tradition hermétique ayant trait à ce qui était dit art de la mémoire, particulièrement développé au Moyen-Âge par un auteur traditionnel de grand esprit, Raymond Lulle, et par ses continuateurs, et objet des études bien connues de Franz Yacht, du Warburg Institute, etc. Avec les chapitres 15 et 16 sur l'imagination reproductrice et sur l'imagination combinatrice, il constitue dans un certain sens le cœur et la partie plus originale de cette psychologie. Une lumière plus grande sur toute cette thématique complexe et très importante pourrait venir d'une étude approfondie des œuvres, toutefois extrêmement ambiguës, de Giordano Bruno, surtout en ce qui concerne leur partie iconographique. Bruno, en effet, dessina des dizaines et des dizaines de diagrammes se rapportant tant à l'art de la mémoire qu'à l'art combinatoire, deux desquels, peu de monde sans doute s'en est aperçu, ornent les couvertures d'autant de livres de René Guénon, publiés par Gallimard. Ce qui est extraordinaire, c'est la ressemblance très étroite entre les schémas graphiques de ces diagrammes bruniens et ceux des yantras hindous, pour ne pas parler des techniques se rapportant à leur usage opératif, où l'on s'aperçoit que cette ressemblance, bien loin d'être purement formelle, est poussée jusqu'à un degré vraiment insoupçonné, quasi incroyable. En réalité, toute cette vaste thématique des rotei combinatoriae
devrait être reprise avec beaucoup d'attention, tant sur le versant occidental que sur l'oriental, bien au-delà de toutes les comparaisons superficielles et plates qui ont été faites jusqu'ici. Et c'est, nous le répétons, précisément Giordano Bruno, l'auteur, qui peut fournir pour une telle recherche des matériaux non seulement abondants, mais aussi extrêmement explicites, à condition qu'on ait la patience de lire ses nombreux écrits, qui sont de plus d'une considérable complexité. Nous disions que l'autre argument décidément surprenant de ce texte de Guénon est sans doute celui dans les chapitres 15 et 16 consacrés à l'usage de l'imagination formatrice et combinatrice, une notion qui, déjà présente in nuce chez Aristote, trouvera un développement particulier, surtout dans le domaine de la magie à la Renaissance. Nous citons: la notion de l'imagination, intermédiaire magique entre la pensée et l'être, incarnation de la pensée dans l'image et position de l'image dans l'être, est une conception de la plus haute importance qui joue un rôle de premier plan dans la philosophie de la Renaissance et qu'on retrouve dans celle du romantisme. Fin de citation tirée de Quare, mystique, spirituelle, alchimiste du XVIe siècle allemande, chez Gallimard. Si bien que beaucoup d'éléments techniques de ce qui ici est très discrètement expliqué par Guénon, dont certains vraiment singuliers et significatifs, peuvent se retrouver aisément en lisant l'œuvre maîtresse de Johann Culiano, consacrée à la magie à la Renaissance. Une notion qui finalement sera reprise avec un certain succès, cette fois tant sous la dénomination d'imagination active par le psychologue des profondeurs Carl Gustav Jung que d'imagination créatrice par le philosophe heideggerien et islamisant Henri Corbin, qui l'utilisera surtout pour expliquer certains aspects doctrinaux du tasawwuf islamique. Voir en particulier Corbin, l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Mais pas seulement. Certes, si l'on regardait de près en quoi consistait proprement la technique de l'imagination active pour Carl Gustav Jung, on aurait des surprises de taille. Et d'ailleurs, Jung lui-même n'en fit pas mystère à l'époque. En raison de son extraordinaire importance, il vaut la peine de reporter en entier ce que résume à cet égard le psychologue et historien de la science Richard Noll, en citant Jung lui-même. Nous le citons. Une fois, pendant que j'écrivais, je me dis « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Certes, ce n'est pas de la science. Qu'est-ce que c'est ? Et une voix me dit « C'est de l'art. » La voix se révéla être celle d'une femme que Jung connaissait. Le psychiatre se demanda alors si son inconscient n'était pas en train de donner forme à une personnalité alternative, comme cela se produisait dans des cas de personnalité multiples. Et il décida d'interagir avec cette voix en ripostant avec sa propre voix que ce qu'il était en train de faire n'était pas de l'art. Afin d'impliquer davantage la voix, il recourra à une technique utilisée par les médiums. Bien, pensai-je, elle n'a pas les centres de phonation que j'ai moi-même, ainsi je lui dis d'utiliser les miens, chose qu'elle fit en sortant un long discours. C'est celle-ci, l'origine de la technique que j'ai développée pour traiter directement avec les contenus inconscients. Jung admet ici en somme que sa méthode psychothérapeutique de l'imagination active se base sur les techniques du spiritisme. Pour un certain temps, toutefois, il recourut dans un but psychothérapeutique à la technique de parler d'abord à haute voix, normalement, puis en fausset, et ensuite il passa à conduire le dialogue dans la forme de l'écriture automatique. En novembre 1913, il se sentait comme si, selon ses propres mots, il était en analyse avec un spectre et une femme. Fin de citation. Il nous semble que nous pouvons bien nous passer de tout commentaire. Bien plus riche et sophistiquée apparaît en revanche la notion d'imagination créatrice chez Corbin, telle qu'il la synthétise suggestivement. Nous le citons. Nous en retiendrons d'une part la notion de l'imagination comme étant la production magique d'une image, le type même de l'action magique,
voire de toute action comme telle, mais par excellence de toute action créatrice. Et d'autre part, la notion de l'image comme d'un corps, un corps magique, un corps mental, dans lequel s'incarne la pensée et la volonté de l'âme. L'imagination comme puissance magique créatrice qui donne naissance au monde sensible produit l'esprit en forme et en couleur. Le monde comme magia divina, imaginé par la divinité magicienne, c'est cette antique doctrine typifiée dans la juxtaposition des mots imago magia qu'un Novalis retrouvait à travers Fichte. Mais ici une mise en garde initiale s'impose. Cette imagination ne doit surtout pas être confondue avec la fantaisie. Comme l'observait déjà Paracels, à la différence de l'imaginatio vera, la fantaisie est un jeu de la pensée, sans fondement dans la nature. Elle n'est que la pierre angulaire des fous. Fin de citation d'Henri Corbin, L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. En vérité, ce thème de l'art de la mémoire en connexion avec celui de l'imagination créatrice est de la plus grande importance et nous nous promettons d'y revenir bientôt. Nous croyons d'ailleurs que même les quelques images choisies ici à l'appui du texte de la psychologie de René Guénon peuvent constituer une stimulation à réfléchir sur un aspect de la tradition hermétique jusqu'ici en grande partie ignoré et qui réserve plus d'une surprise. Alessandro Grossato.